Bonjour à tous et bienvenue sur le Podval du Cast, un Podval ordinaire puisqu'aujourd'hui on fait une expérience podcastique incroyable avec Erwan. Erwan, ça va la pêche? Oui, la pêche. Alors tu es mon principal sparring partner au Val, c'est avec toi qu'on a playtesté le jeu, notamment le Val d'Hélios dont on va parler ce soir. Ah oui, que de bons souvenirs. Oh là là, oui, c'était même au sport d'hiver, souviens-toi, Ah oui. ce chiffre 36. Mais oui, Toi aussi, il est le resté fabuleux gravé. 36. Le fabuleux 36, on a passé des heures à se dire mais pourquoi 36 points, et on a trouvé des tas d'explications Bien valables. Bien valables, dont la rotation et compagnie. Enfin bref, Erwan, c'est un peu mon co-développeur sur ce jeu, un passionné de Val. Il a fait beaucoup de parties avec moi. Et aujourd'hui, on va faire comme ça une petite expérience podcastique. On vient de faire une partie de Val, en fait. Et un peu sur le modèle du one-shot de la cellule, on va essayer de la débriefer en live. On n'a pas parlé de la partie tous les deux. On vient de la faire. Et on va essayer de la débriefer. Alors, ce qui est compliqué, c'est que bien sûr, étant donné que vous êtes, vous, avec votre casque et nous, avec un support visuel, pour comprendre ce qui se passe, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de m'en sortir au mieux pour vous décrire ce qu'on a vécu. Alors, donc, d'abord, il faut préciser un truc, Erwan, c'est qu'on a joué dans une variante de Val spéciale qui est la variante de Val d'Hélios, donc la dernière variante de Val, que vous pouvez trouver expliquée dans une vidéo avec Darky présente sur ma chaîne YouTube et présente sur le blog du Val. On peut résumer peut-être les 3 règles principales qui changent. Les 36 points de vie d'abord, les 36 points de majesté, non plus 25. Le fou, qui a changé aussi, ce qui permet... Où l'on pioche 4 cartes. C'est ça, on va piocher 4 cartes, enfin 3 cartes la première fois qu'il est utilisé, mais 4 cartes en tout dans le tour, effectivement, puisque le fou arrive, il permet avec son trèfle de piocher ces 3 cartes, la première fois qu'il fait la prophétie, pas après il ne fait que 2. Et effectivement, après, il va y avoir la carte de fin de tour, donc un fou est quasiment recyclé, c'est-à-dire que l'intégralité de ces arcanes vont permettre de piocher... autant de cartes quasiment, donc là le fou de Mencken prend tout son sens. Le mage, qui lorsqu'il contribue à vaincre un pouvoir ne fait plus piocher une carte, mais 2 cartes. Et pour finir, la possibilité d'une formation nouvelle, qui est donc la formation de l'ombre, un trèfle, une figure. Une ombre sur le Val. Une ombre sur le Val, voilà, c'est pour le Val d'Hélios. Quelle symbolique. Alors donc, au tour 1, c'est toi qui commences, Erwan, cette partie. Tout à fait. Tu retournes un... Qu'est-ce que tu retournes comme carte au départ? Alors donc, je mets un 4 de cœur. Je mets un chevalier en fait sur mon... Avant même ça, le crépuscule d'abord. Ce qui est intéressant, c'est que tu pioches un 4 de cœur. Un 4 de cœur. Et moi, je prends un joker. Voilà. Et là, il faut savoir qu'au Joker Val... noir. Joker rouge. Le joker rouge. Et il faut savoir qu'au Val, en cas au crépuscule, le 4 vaut plus que le joker. Donc ça te positionne dans une situation défensive puisque tu commences, à savoir au Val que c'est celui qui commence qui est en défense, tout à fait, avec une moins bonne carte que moi. Absolument. Et en plus, le fait de piocher le 4 de cœur me met psychologiquement en fait à mal au début. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui. Et en fait, quand je regarde mes cartes, je me rends compte que finalement, je ne suis pas si à mal que ça. Et donc, au premier tour, j'engendre un chevalier sur mon versant. Alors ça, c'est fou. Donc, alors déjà, premièrement, c'est d'un point de vue théorique, quand je te vois faire ça, je me dis... Erwan, quel débutant. Il ne sait pas qu'il ne faut jamais engendrer un chevalier au tour 1 au Val. C'est très très dangereux parce que, comme vous le savez, la première étoile qui commence ne peut pas attaquer. Donc, chevalier ne va pas pouvoir utiliser son pic ni son carreau. Donc, ça fait quand même 2 de ces arcanes qui servent à rien, enfin de ces ressources cardinales qui servent à rien. Et donc, la seule ressource que tu vas pouvoir utiliser avec ton chevalier, c'est ton cœur. Donc, moi, je le mets en danger en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et oui, parce que je révèle mon cœur au premier tour. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que je me dis, et il va pas l'utiliser. C'est-à-dire qu'il va quand même poser un chevalier, il va pas faire en plus l'erreur de l'utiliser. Eh bien si, il va l'utiliser. Et c'est quoi que tu retournes? C'est un 10 de cœur. Un 10 de cœur. Donc ça veut dire que le premier tour est dominé par un chevalier à 11. Et en plus, oui, parce que j'ai un joker en son centre. Exactement. Donc, oui, effectivement, donc un 11 de cœur, en fait. Alors, qu'est-ce que tu avais mis des grosses cartes dans l'attaque aussi ou pas? Oui, c'était un chevalier assez puissant. En fait, c'est ça qui m'a rendu très sûr de moi au premier tour. Et c'est ça qui m'a, en fait, positionné pour engendrer le chevalier. Ouais. Ouais. Alors, parce que tu as vu que tu avais
Qu'est-ce que tu avais en main? Parce que là, je suis vraiment curieux de savoir pourquoi tu fais ça, quoi. Alors en fait, je pense que c'est bien de développer d'abord le cours du jeu. Ouais, le cours du jeu. Parce qu'en fait, c'est bien de voir au fur et à mesure, en fait, ce qui va se passer. Ouais. D'accord, ok. Parce qu'en fait, finalement, j'étais assez sûr de moi à ce premier tour. Je vois que je fais une erreur, mais je la fais sciemment, en fait. C'est vraiment intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on vous laissera, on diffusera donc les photos qui servent d'appui à notre commentaire. Et donc là, on est sur la photo qui s'intitulera Tour 1. Donc voilà. Et donc là, on va passer tout de suite ensemble à la photo Tour 2. Alors déjà, moi, j'ai un commentaire à faire sur le Tour 1 avant de passer à Tour 2. Là, déjà, je suis sur le cul. Je me dis, non, mais il est complètement taré. Moi, dans ma main, j'ai 10 de pique quand même. Donc je me dis, non mais je vais le pourrir. Seulement voilà, dans ma main, je constate que j'ai une pénurie. Je n'ai pas de cœur. Je n'ai pas de cœur. Oui. Je n'ai pas de cœur et je n'ai qu'un seul trèfle, le 4 de trèfle. Donc toi tu me regardes en souriant, j'ai l'impression que tu avais l'intuition que j'étais dans cette... Non, pas du tout. Moi en fait, je connais aussi, mine de rien quand même, on se connaît bien, ouais. Tu l'as dit. Et c'est vrai que je connais aussi ta propension à te poser beaucoup de questions. Ouais. Et je savais qu'en fait, en faisant cette erreur, quelque part, tu te poserais des questions. Alors là, ça c'est beau. Ça c'est vraiment beau, quoi. Ouais, ça m'étonne pas de toi. Parce que si je l'avais pas joué, ouais. Tu en aurais peut-être déduit quelque chose. Et du coup, tu serais peut-être passé à l'offensive différemment. D'accord. Donc en fait, tu joues ton 10 de cœur en conscience. Je pense que dans ta main, tu as des pics forts quand même. Et tu te dis, vu les pics que j'ai, il risque pas de me contre-attaquer sur le cœur. Je me dis qu'effectivement, le chevalier ne sera pas descendu au premier tour. Ça, c'est certain. Ouais. Parce qu'avec un 11 de cœur, il est quand même pas démolissable comme ça. Et je me dis qu'effectivement, les pics vont pouvoir... son pic est assez puissant aussi. Ouais. Il n'est pas extrêmement puissant, mais il est quand même puissant. Ouais. Et puis il est rehaussé puisque c'est un chevalier et en plus c'est un joker. Ouais. Donc du coup, il a 2 points en plus. Ah ouais, quand même. Et c'est un 6. C'est un 6 de pique. C'est un 6 de pique. Donc ça fait quand même 6, quand même 8. Ça fait 8. Ouais. Sachant donc, que toi, tu sais qu'en cœur, tu as le 10 et tu en as un autre, non? Tu as le 9 aussi, non? Tu as déjà du cœur dans la main à ce moment-là. Non, je n'ai pas encore le 9. Oh, je ne sais plus, tu vois. C'est intéressant parce que moi, en te voyant faire ça, la première chose que je me dis, c'est cette espèce de petit con va essayer de gagner à la majesté. Et c'est ce que tu vas faire. Et c'est ça qui est intéressant. Et je me dis là... Et pourtant, moi, je me dis, je souris parce que dans ma tête, j'ai 4 piques en main. J'ai l'As, le 4, je crois, le 8 et le 10. Ou le 7 et le 10. Je me dis, attends, la stratégie majesté, je vais le dévorer. Je vais le dévorer. Seulement, voilà, je suis en pénurie de cœur, quoi. Est-ce qu'on passe au tour 2 ou tu as déjà des choses à rajouter là-dessus? Tu sais déjà que tu vas gagner à la majesté? Non, je ne sais pas que je vais gagner la majesté. Tu n'es pas déjà dans une stratégie à long terme? Non, pas du tout. Ça m'intéresse de savoir. Allez, on passe au tour 2. Tour 2, il se passe un truc incroyable. Je ne fais rien du tout. Donc de fait, vous n'avez pas de diapositive du tour 2. C'est la même que celle du tour 1, en fait. Parce que il se trouve que je fais que dalle. Je jette un 4 de trèfle, je crois, ou quelque chose comme ça de la main pour piocher une carte. Tout à fait. Non, même pas. Je fais rien. Non, tu ne fais rien. Tu as juste pioché. J'ai juste pioché. Parce que, en fait, dans la situation où j'étais, je ne pouvais pas poser un être sur le Val, puisque je n'ai pas de cœur et qu'un 4 de trèfle en défense. Je ne peux pas poser un être sur le Val capable de résister à ce chevalier, quelle que soit sa puissance en carreau. Parce que toi, tu pourras de toute façon poser une deuxième figure au tour d'après et donc me le bouffer. Donc j'avais pensé à faire par exemple une espèce de spectre, essayer de prendre... Mais ça marchait pas du tout. Enfin, j'étais vraiment piégé. Et donc là, du coup, je me retrouve face à une situation qui théoriquement est vraiment bonne pour moi. Théoriquement, je suis vraiment avantagé. Et pour autant, non, ça fait pas de diff. Alors là, je pioche un truc qui change presque rien, un 8 de trèfle. Ah, ça me renforce un peu en pouvoir quand même, mais ça me permet pas d'assurer une autre figure. Au tour 3, c'est à nouveau donc à Erwan de jouer et il décide d'engendrer Athéna, un enfant. Carrément, Athéna vient à mon secours. On joue le jeu de Valentin Touzeau qui m'a fait l'honneur lors de la dernière rencontre de Val à Paris de m'offrir ce jeu de cartes Saint Seiya. Je lui remercie, il est magnifique. The Lost Canvas. Voilà, il est fantastique.
Donc là, tu poses un enfant qui nous colle quoi? C'est Donc, effectivement, la dame de cœur avec le 7 de cœur. tout simplement, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que là, du coup, là, pour le coup, le schéma vaincre à la majesté prend tout son sens. Bah oui, là, t'es à fond dedans. Et pourquoi tu poses pas un enfant au tour 1, du coup tu l'as pioché après, le 7 de cœur? Non. En fait, au tour 1, je voulais vraiment poser quelque chose D'offensif, éventuellement. d'offensif éventuellement, oui. Si jamais tu avais posé une figure qui aurait pu me menacer, j'aurais tout fait pour la descendre. Ouais, t'aimes pas poser un enfant? T'aurais pas préféré que ce chevalier soit finalement un enfant? T'aurais pas joué Non, enfant tour 1? non, je n'aurais pas joué enfant tour 1. Pour l'avoir fait nombre de fois contre toi, en fait, l'enfant est, pour moi, contre toi, je dis bien contre toi, bon quand il est posé après. Alors là, il faut que tu m'expliques ça. Pourquoi Parce qu'en fait... tu insistes bien sur le contre-moi. Oui, contre toi. Oui, Ouais, parce qu'après, tout varie en fonction des joueurs Bien adverses. sûr, bien sûr. Et je sais que contre toi, ça ne marche pas, sauf s'il est transformé après. Sauf s'il devient chevalier ou s'il devient accompli. Et, C'est incroyable. et là, d'accord, la figure va se défendre elle-même. D'accord. Mais s'il n'est pas défendu, entre guillemets, Ouais. eh bien, cet enfant, au tour 2 ou au tour 3, se fera descendre. C'est une évidence. D'accord. Ouais. Et donc, en fait, quand tu joues une stratégie majesté contre moi, tu préfères toujours finalement commencer par un chevalier plutôt que de commencer par un enfant. Ça, c'est vachement intéressant. Ah oui, même si j'avais pu poser un accompli, à ce tour 1, j'aurais posé un accompli. Là, c'était pas intéressant de le faire puisque ça a renforcé mon arme de poser un chevalier. Putain, c'est dingue parce que moi, quand je joue majesté, mon premier tour, c'est toujours un enfant. Et là, maintenant, je suis en train de réaliser que c'est pas forcément bon, en fait. Ça dépend de l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des adversaires. Par exemple, quel genre d'adversaire tu verrais bien Là, sur le coup, un mec qui pioche, par exemple, beaucoup. C'est quelqu'un de très patient, oui. Là, du coup, oui. Quelqu'un de frileux, finalement. Non, au contraire, quelqu'un qui n'a pas peur de cet enfant et qui se dit, à longue échéance, ça, c'est pas grave, je vais l'avoir. Alors que toi, tu vas pas te laisser menacer longtemps par la majesté, donc du coup, tu vas préférer le descendre dans les tours à venir. Ah, c'est génial parce que très là, vite. Franchement, tu es en train de me retourner le cerveau. Parce que moi, j'étais persuadé, mais vraiment, que quand tu voulais gagner à la majesté, la stratégie, c'était enfant d'abord, ce qu'on appelle souvent l'enfant étalon. Tu sais, c'est tu mets un enfant relativement correct, pas forcément le meilleur côté, pas toujours. Sauf bien sûr quand tu as le 14. Tu as le roi et le 10, bon bah tu le mets quoi. Là, tu as plus d'assurance. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à mettre d'abord un enfant étalon. D'abord, quand je pars sur une stratégie majesté, il faut toujours que j'ai du cœur et aussi du pic. Pour garantir, je veux être sûr que mon adversaire va pas me défoncer mes figures de cœur. Donc j'aime bien avoir les deux. Bon, mon aversion au risque, je te vois sourire. Aversion au risque. Vous ne voyez pas, mais il se marre. Et oui, mais oui, parce que c'est vrai que j'ai cette aversion au risque. Alors moi, je pars pas comme ça dans une stratégie majesté, c'est clair. Pour moi, c'est une stratégie qui est très risquée. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en jouant chevalier, au tour 1, tu étalonnes pareil finalement l'adversaire, surtout avec un joker, parce que tu augmentes ton cœur et en même temps tu te donnes la possibilité d'une contre-attaque, et c'est vrai que c'est... Et du coup, c'est vrai que comme tu n'as rien joué au tour 2, mon enfant, je le sens plus en sécurité, donc je peux le poser tranquille. Et pourtant il n'est pas du tout en sécurité, comme on va le voir dans la prochaine diapositive. Alors, donc nous sommes au tour 3, tu poses un enfant. En tout, là, tu es en train de... Donc, faut voir le truc. Là, il gagne, ce tour-ci, il gagne 21 points de majesté. On rappelle qu'on est dans le Val d'Hélios. On démarre à 36. On démarre à 36, donc tu as gagné 11 au tour précédent, donc tu es déjà à 47. C'est ça. Tu en gagnes 21, tu passes donc à 68 points de majesté. C'est absolument énorme. Si j'ai pas fait C'est confortable. C'est confortable. Ensuite, moi, je choisis de poser sans surprise un spectre. Comme je vous l'ai dit, moi, je viens de piocher au tour précédent. Lors de mon tour précédent, j'ai pioché un 8 de trèfle. Donc, j'ai enfin de quoi jouer une figure solide. Je décide donc de mettre un
spectre. Un spectre de pique ou de trèfle? J'arrive pas à voir De sur pique. C'est un spectre de pique, ça? Tout à fait. Pourquoi je fais ça? Je croyais que c'était du trèfle, ça. Attends. Je vais zoomer quand même pour être sûr de... Il me semblait que c'était du trèfle, justement. Si, oui, tu t'as vois, raison, c'est c'est du du trèfle. On vient trèfle. de zoomer pour vérifier. Désolé pour ce grand moment de radio. Donc, On le voit pas très bien, Non, c'est mais un tout c'est petit ordinateur, intéressant. c'est pour ça. Voilà. Donc c'est du trèfle. Il me semblait bien que j'avais joué du trèfle parce que je voulais être sûr, en fait, là, en posant ce spectre avec donc un 8 de pique en arme, je voulais être sûr qu'il ne se fasse pas dézinguer dès le tour suivant. Il est quand même 8 de trèfle plus 3, ce qui le porte à 11. Ça en fait quand même une qualité. Et ça va me permettre de... Pourquoi je tape à 8 9, 10. Ah non, il a 10. Il n'est pas 8 en pique. Il a 8 en trèfle, mais il a 10 en pique. Ce qui va me permettre d'aller taper ton enfant. Hein, puisqu'on a vu que l'enfant est pile poil à 10. Donc je le tape à 10. Ce qui me fait arriver ex aequo avec lui. Mais ce qui va me faire perdre 10 points de majesté sur le tour. Puisque d'une part, je pose un spectre. Et d'autre part, je tue un enfant. Et Il est aussi déjà à 26 points de majesté. Bon, finalement, ça jouera pas beaucoup, ça, à la majesté. Tu n'essaieras pas du tout de m'attaquer à la majesté pendant cette partie. Pas du tout. Donc je tue l'enfant. Et évidemment, ce faisant, je ralentis, du moins c'est ce que je crois, sa victoire à la majesté. Seulement là, déjà, moi je commets une première erreur de jeu. Preuve que je ne suis pas un joueur aussi brillant que mon nom l'indique. Oh. Je savais qu'elle te plairait. Ah oui. C'est que j'investis mon 10 dans un spectre. Alors, mon 10, c'est mon seul espoir. Ça te fait encore marrer. Il va se marrer longtemps. Celle-là va lui faire un certain temps dans ce podcast. Donc, je mets mon 10 sur le nez de l'enfant. Parce que je veux être sûr de le battre, évidemment. Voilà. Et aussi parce que je sais que le 10 est insuffisant contre le chevalier. Tu vois que tu veux descendre l'enfant. Oui, effectivement. Mais finalement, il fait un bon paratonnerre pour ton chevalier qui va justement faire la contre-attaque après. Exactement, dans la foulée. Ouais. Et là, tu vois, je suis juste... Et dis donc, t'as eu du bol que j'ai pas eu une figure de pique. Hein. Ah bah Ça aurait été le roi de pique, là, c'était fini. J'étais mal. Oui, j'étais très mal. J'avais pas de figure de pique. Donc mon maximum est un 10 de pique. Faut aussi parier sur la chance. Ouais. Mais je crois que je Parfois. commets quand même une petite erreur, là. Je pense qu'à ce moment-là, au lieu de jouer comme ça... Parce que là, je joue ça, donc je permets de tuer l'enfant. Mais du coup, l'histoire va nous montrer que je vais perdre mon 10 de pique, qui est ma seule chance d'aller chercher ce putain de chevalier qui, lui, est à 11. Et donc, la bonne stratégie était en fait, maintenant que j'y pense, de jouer tout simplement une ombre. Ici, il fallait jouer ombre, en fait. J'ai pas de cœur. Hein. Je rappelle que j'ai pas de cœur, donc je peux pas faire de fou. Sinon, il fallait faire fou, bien sûr. Mais là, j'ai pas de cœur, donc il faut faire ombre. Pourquoi ? Parce que en jouant ombre, je pioche une carte, je révèle une carte forte à mon adversaire. Et cette carte, cette pioche, va peut-être me permettre... Je vois aussi que mon adversaire n'a pas de trèfle. De pique, de figure de pique surtout. Parce qu'en fait, là, ce qu'il me faut, c'est une figure de pique. Sachant que, comme on vous l'a dit au départ, j'ai pioché un joker. Donc, j'ai le joker dans la main. C'est juste que comme j'ai pas de cœur... Attends, pourquoi je mets pas... Pourquoi là, je mets pas mon joker au milieu ? Parce que je crois que comme j'ai pas de cœur, je veux pas le dépenser. Non, mais là, je fais de la merde. Non. De la merde. Moi, je sais pourquoi tu habites ton trèfle. Parce qu'en fait, tu as un chiffre en trèfle qui est assez puissant. Et du coup, ce qui va te permettre d'avoir un spectre assez défensif, finalement. Oui, mais pourquoi je mets pas le joker ? Ouais, je me dis peut-être que tu vas pas réussir à dézinguer mon joker. Avec mon spectre, et qu'avec une carte de pique après, je vais pouvoir me combiner avec ce 10 et une carte de pique, c'est ça. C'est exactement ça. Pour défoncer le cœur de ton chevalier. C'est ça. C'est ça. À longue objectif, c'est ça. C'est tellement une connerie. C'est tellement une grosse connerie. Il fallait poser spectre éventuellement. Peut-être que finalement, la stratégie consistait à poser un spectre avec un petit pic dans le spectre. C'est ça toute la beauté du Val, finalement. C'est que dans l'action, tu t'es focalisé sur l'enfant. Ta gueule. J'étais focalisé sur l'idée de te faire perdre une figure parce que un enfant, c'est aussi un enfant qui s'éduque. Et oui. T'aurais pu l'éduquer au tour d'après. Mais tu étais en danger avec cet enfant. Il fallait le tuer. C'est intéressant. Mais tu vois, là, avec le recul, je me dis que c'était vraiment un très mauvais coup. Et je pense qu'au final, c'est ce coup qui va me coûter la partie. Et je rappelle que nous sommes au tour 4. C'est ça.
La partie est toute neuve, en fait. La partie est toute neuve. Et pourtant, là, déjà, au tour 4, la partie, à cause de cette erreur de jeu que je fais, va être finalement pliée. Et c'est pour ça que le Val, c'est pas un jeu facile pour les débutants, parce que c'est dès les premiers tours que se joue quasiment la partie. En fait, c'est très psychologique aussi. C'est aussi très psychologique, parce que le fait de perdre une figure peut nous faire engendrer d'autres erreurs. D'accord. Et pour le coup, c'est vrai que si on n'est pas bien armé en fait avec les autres cartes, et bien du coup, ça peut nous pousser à faire d'autres fautes dans la suite du jeu. Moi, je compare souvent le Val au Scrabble. Au Scrabble, en fait, le bon joueur, c'est pas forcément celui qui fait les plus beaux mots, les plus beaux coups, mais c'est celui qui sait garder les bonnes lettres dans sa réglette à la fin du tour. Qui sait que telle combinaison de lettres va donner plus de chances, plus de probabilité d'avoir ensuite un coup correct. Darky me racontait une anecdote incroyable. Il paraît que le champion de Scrabble français ne sait même pas parler le français. C'est juste quelqu'un qui a appris le dictionnaire français par cœur et qui joue uniquement sur les probabilités. Est-ce une fausse rumeur? Je vous laisse la vérifier, chers internautes. Je n'ai pas vérifié avant de... Mais voilà, je trouve ça incroyable. Bref, tout ça pour dire que c'est comme au Scrabble. Il faut savoir jouer ses coups et garder en fait les bonnes cartes dans la main. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, quand même, là, dès le départ, dès les premiers coups, finalement, ça va définir le reste de la partie. Là, ici, c'est une énorme erreur et elle va me coûter très, très cher. Allez, on passe à la diapo suivante. Alors, diapo suivante, j'ai oublié de retourner mon 10 parce que Erwan a été très très vite. Mais ce qu'il a fait, tout simplement, il a posé un mage en face sur le versant. Un mage de carreau, en plus, me semble-t-il, un valet, qui le porte donc à 10 en attaque de carreau. Mais ce qui n'est pas vilain. Ce qui n'est pas vilain. Tu vas pouvoir coller 10 au pouvoir de mon spectre. Mais j'ai 11. Et là, je me dis, bah, c'est cool. Sauf que je vois tout de suite le problème. C'est que du coup, il va pouvoir combiner l'attaque de ce mage avec forcément le chevalier qui est juste à côté. Et ton chevalier, à ma grande surprise, a un putain de 9 de carreau. Donc là, t'as vraiment... Non seulement t'as de quoi... Ça qui est fou, c'est que... Oui, j'avais placé beaucoup d'espoir dans ce chevalier. Et c'est là qu'il va me servir, en fait. C'est pour... là où effectivement, le mage ne pourra pas descendre ton spectre, eh bien, le chevalier va le terminer. Et pourquoi investir aussi cher dans le chevalier dès le départ comme ça? Pourquoi mettre un 9 dans sa gueule, quoi? Parce que je me dis, si je le perds, j'ai d'autres cartes après où je pourrais reconstruire d'autres figures qui seront assez puissantes. Je me dis, s'il tient debout, à longue échéance, ça fera très mal. Et comme je sais que je vais poser un enfant qui va aussi focaliser ton attention, et comme ça ne loupe pas, du coup, le chevalier, il reste debout. Et là, du coup, il est très armé, pour le coup. Mais t'aurais pu aussi le perdre dès le départ, hein. Ça se joue à rien. Hein. Ça ne se joue à rien. C'est ça le Val. Ça, c'est fou. Est-ce que ça t'arrive souvent, comme ça, Erwan, de prendre des risques, de très très gros risques contre moi en te disant, là, je joue ma partie, même au tour 1, tu vois, tu poses un truc, et tu dis, je joue la partie maintenant, s'il le tue, je suis mort, mais si ça passe, je gagne. Ça t'arrive souvent de faire ça? Ouais. Oui, j'aime beaucoup jouer comme ça contre toi. Oh là là, c'est génial. Moi, jamais je fais mais parce que quelque part, comme tu réfléchis énormément, ça me pousse, en fait, à contrario, à jouer très instinctif. Yann Sully joue pareil. Yann Sully joue exactement pareil que toi contre moi. Et ça me défonce. Et tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est que en prenant des risques inconsidérés, tu échappes à mes calculs personnels. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'on projette sa propre psychologie dans les autres. Oui, dans le jeu de l'adversaire. Voilà, dans le jeu de l'adversaire. Et l'autre, lorsqu'il le sait, il va pouvoir jouer justement en se disant, il se dira que je n'ai pas pris ce risque. Eh bien, si, je l'ai pris. Parce que lui, il ne l'aurait jamais fait. Eh bien, je vais moi le prendre et je vais le battre comme ça. Et ça, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. C'est terrible. Et là, on voit que ça me fait mal. Parce que même si ton mage, là, on voit bien, même si ton mage avait eu finalement qu'un as de carreau,
Bah, ça aurait passé. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, ce Oui. mage c'est un overkill, ce mage, finalement. Ah oui. Non, je pense qu'en fait, l'idée de ce mage, c'est de défoncer. Tu veux défoncer directement mon spectre Ah oui. pour profiter de ta majesté et Ah, continuer à tout à grimper. fait, tout à fait. Ah oui, c'était l'objectif. C'est un peu contrarié, finalement, de devoir utiliser le carreau de Ah, ton mais chevalier. complètement. Complètement. Oui, oui. Non, l'objectif primaire de ce mage, c'était vraiment de tuer le spectre du premier coup et de pouvoir continuer à utiliser le cœur tranquille, ou à la limite de finir de te laminer avec l'arme du chevalier. C'était voilà, Oh là là. c'était soit l'un soit l'autre. Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir que là, du coup, Erwan, combinant un mage et un chevalier pour tuer le spectre, va piocher 2 cartes. Parce qu'on rappelle que le mage, lorsqu'il contribue à vaincre un pouvoir, il va permettre de faire piocher 2 cartes à son étoile. Lorsqu'il contribue, il n'a pas besoin d'être celui qui achève le pouvoir. Tout à fait. Contrairement au bourreau, qui est un omnige de pique. On va pas embrouiller nos auditeurs, mais en gros, là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il va quand même si le mage échoue sa première attaque, et grâce à la fin du combat, grâce au soutien du chevalier, il va quand même piocher. Erwan va piocher 2 cartes. Non seulement tu abats des cartes, mais en plus tu pioches énormément. C'est ça qui est cool. Oh là Parce qu'en là. fait, c'est vrai qu'à ce tour, en fait, en plus de t'abattre une figure, ça va me permettre de piocher 2 cartes qui, pour l'avenir, vont être déterminantes. Ouais. Ouais. On rappelle qu'on est tour 5. Hein. On est tour 5. On est tour 5. Alors, 2 cartes déterminantes. Alors, qu'est-ce que ça va être? Alors, on va voir ça. Alors, on passe au tour 6. Tour 6, alors là, je crois que j'ai zappé une image. Hein. Parce que là... Ah non, tu me défonces. Et tour 6, je me contente de jouer un 5 de pique de la main. C'est un 5 ou... Oui, C'est un c'est un 5 de 5. pique. C'est un 5 de pique. C'est un 5 de pique qui va à l'assaut du mage et je vais réussir à le battre. Alors là, on pourrait se dire, putain, Rome, vraiment, t'as Quelle eu de la force. chance. Quelle chance. Mais pas du tout. Parce que je sais, de par les cœurs qu'il a montrés depuis le début, donc un 10 et un 7, sachant que moi, là, au tour d'avant, j'ai pioché un cœur, je savais que la probabilité était très très forte que ce soit le 5 qui soit là. Un petit cœur. Ouais, un petit cœur. Un 5 ou moins. 5 ou moins. Donc du coup, je choisis de jouer un 5 plutôt qu'un autre pic plus fort que j'avais en main. Donc là, tu vois, je combats mon aversion au risque par les probabilités. Tout à fait, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est tout à fait ça. C'est un calcul payant. Ouais. Oui, mais tous les calculs ne payent pas. Donc là, effectivement, c'est payant et le mage va dégager. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi pour ce tour 7 ou 6. On est tour 6. On continue, on passe au tour 7. Au tour 7, donc tu choisis tout simplement, très facilement, d'accomplir ton chevalier. Voilà, d'accomplir le chevalier. J'ai pioché donc dans l'intervalle donc un très bon trèfle. Ouais. Et du coup, j'éduque mon chevalier en accompli, tout simplement. Ouais. Ouais. Autant, puisqu'il est déjà fort, autant le renforcer et capitaliser en fait cette figure pour la suite. Putain. Et là, on voit vraiment, je paye l'erreur. Je paye vraiment l'erreur de ce joker et de ce 10 vendangé. Hein. J'aurais vraiment dû attaquer le cœur du chevalier. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette. Est-ce que tu détestes voir des enfants sur le Val? C'est pas une question de voir des enfants. C'est vraiment une question que, tu vois, j'ai voulu favoriser mes chances et en fait, je me suis vraiment planté. Je m'attendais pas à ce que tu aies des carreaux aussi forts. Et honnêtement, j'aurais dû m'en douter parce que moi, j'en avais pas des gros carreaux, donc. J'aurais dû m'en douter. C'est vraiment une grosse erreur. Et là, du coup, ça me coûte la partie. Le reste est assez automatique. Hein. La fin de la partie, vous allez voir, n'est pas passionnante. Alors du coup, là, je rejoue le cœur, en fait. C'est ça, on est toujours au tour 7. Tu joues le cœur, ce qui te fait passer, je sais plus, tu étais à 61, là tu t'envoles, tu peux être à 72 ou quelque chose comme ça. Oui, j'étais assez haut. Là, je me décide enfin à faire la stratégie que je devrais faire depuis le début de la partie. Hein. C'est-à-dire qu'au tour 8, je pose enfin une ombre. Donc, il me permet de piocher, mais il est trop tard. Et c'est dommage parce que c'est vraiment... En plus, ce qui est dingue, c'est que je suis récompensé par la source parce que j'ai enfin des solutions Je pioche enfin des solutions à ce moment-là. Et on voit que j'avais On le voit justement, ce joker qui est enfin sorti. On voit que je l'avais, c'est pas du bluff. J'avais vraiment joker 10 dans la main. Je sais pas pourquoi j'ai fait de la merde comme ça. Je sais pas. Parce que je voulais pas mettre le joker et le 8. Enfin, je sais pas. Franchement, j'ai merdé. Il y a un gros côté psychologique aussi, parfois, dans le Val. Complètement. Donc toi, la suite est automatique. Tu continues à grimper
à la majesté au tour suivant. Complètement, Tout simplement. avec assurance. Hein. L'ombre ne me porte pas ombrage. Absolument pas. Et du coup, je continue de jouer le cœur tranquillement. Pas du tout une figure offensive, donc tu peux te permettre. Effectivement. Puis ensuite, je vais poser un chevalier. Alors là, mon idée, en posant ce chevalier, donc j'ai qu'un as de cœur. Parce que c'est vraiment le seul cœur que j'ai pioché. Alors, vous voyez, quand je vous dis que j'ai des solutions qui arrivent avec l'ombre, c'est quand même pas des solutions mirobolantes. Hein. C'est pas des solutions miracles. Un as. J'ai mis le 7 de pique qu'il me restait. C'est mon dernier gros pique que dans le... dans l'arme de ce chevalier. Et je vais décider de retourner mon carreau à ce tour pour attaquer la majesté d'Erwan et le faire descendre parce que je veux pas qu'il gagne trop rapidement, tout en piochant. Donc là, du coup, j'applique enfin la stratégie finalement que j'aurais dû faire depuis le départ. Et elle est payante, hein. On voit bien que je commence à remonter finalement. C'est ça qui est fou. T'aurais pas eu cet engrange de majesté du départ, cette énorme majesté du départ. J'aurais peut-être pu à ce moment-là retourner. Ça m'a donné du temps. Ouais. Ça m'a donné du temps. Et en plus, le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, de repiocher des cartes avec le mage quand il abat ta figure, ça me donne aussi un capital de cartes qui n'est pas négligeable. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que ce coup envers ma majesté me fait descendre un petit peu, mais je sais déjà que ce chevalier va pas finalement me menacer énormément. Tu vas l'attaquer là, tu sais déjà ce que tu vas faire contre lui à je ce sais moment-là. déjà, oui, tout à fait. Alors au tour suivant, donc tu vas jouer un chevalier. Alors regardez le chevalier final que c'est là tu m'achèves vraiment parce que ce chevalier qui vient de nulle part avec un 9 de pique et un valet de pique. Il est à 11. Voilà. Donc finalement, ce 9 de pique, c'était une des deux cartes piochées au moment où le mage abat ta figure. Je pioche ce 9 de pique. Donc tu pioches un gros trèfle et un gros pique. C'est ça. Ah ouais. Ouais, donc non seulement j'ai fait une erreur, mais en plus la source te gâte. Donc Tout là, à tu te fait. retrouves vraiment gratifié. Du coup, le chevalier va mourir. Alors moi, je suis assez content de mon opération quand même parce que moi, ce que je craignais surtout, c'est que tu poses un autre enfant. Et finalement, tu joues chevalier, t'attaques mon chevalier, donc tu perds un peu de temps à la majesté. Mais bon, là, parallèlement à ça, je me dis, bah oui, mais en même temps, je perds mon 7 de pique qui est mon seul espoir de pouvoir combiner. Parce qu'en fait, j'ai encore un pique dans la main, donc je pourrais, avec le 7 de pique qui est dans le chevalier, l'as de cœur, je suis à 8. Et donc, avec le 3 de pique que j'ai en main, je peux faire 8 plus 3, 11 et aller tacler le chevalier. Eh oui. Ton ancien chevalier Donc, devenu accompli. accompli. Le premier, le joker. Donc, finalement, je me dis, c'est bon, je suis reparti. Puis là, Tu pouvais rebondir. avec ce chevalier, j'étais mort. Mon espoir, au moment où je pose ce chevalier, là, à l'as de cœur, mon espoir, c'est que finalement, tu ne l'attaques pas. Tu ne l'attaques pas, que tu préfères justement jouer à stratégie majesté, continuer à grimper et contre-attaquer en faisant un spectre, te faire perdre 5 points. Non, mais de toute façon, ça marchait pas. C'était hors de question Non, ça parce marchait pas. que Trop tard. c'était un chevalier que j'avais justement gardé en réserve au cas où tu sortirais justement une figure. Oh, putain, Donc ça, du coup là, pour le coup, c'était une stratégie payante parce que forcément, tu vas essayer de sortir des figures pour déboulonner les miennes. Donc voilà, le pic fort, forcément, est le bienvenu dans ce cas-là. C'est vachement intéressant ce que tu fais. Ouais. Parce qu'en fait, au départ, quand je pioche ce 9 de pique, j'ai pas la figure. Donc je l'aurais joué de ma main s'il avait fallu. Bien sûr, ouais. Ouais. Et là, du coup... Alors, comment tu l'as pioché la figure au dernier tour, en fait? La figure, j'ai dû la piocher, oui, juste le tour d'avant ou 2 tours avant. Alors, moi, il faut savoir que je suis en quête de cœur. Bon, le seul cœur que je vais piocher, finalement, c'est cet as misérable. Puis un autre, on verra, parce que je continue après. Mais j'ai pioché, à un moment donné, je ne sais plus, 4 figures à suivre, un truc comme ça. 4 tours de figures, je pouvais rien faire. Et en plus, c'était que des figures qui n'avaient pas de sens, tu vois. Il n'y avait pas le roi de trèfle et sa dame. C'était genre roi de trèfle, valet de cœur. On les voit, hein, ils sont là. Il y en a une autre qui va arriver tout à l'heure. Donc voilà. On passe à la diapo suivante. Donc là, tour logique, tu continues à gagner de la majesté. On est toujours au même tour.
On passe au tour suivant. Donc là, c'est vraiment le tour pour frimer. Hein. Il se passe rien d'intéressant. Si, c'est toujours intéressant. Si, c'est toujours intéressant. En fait, moi, je n'abandonne jamais. Voilà. Ne serait-ce que par respect pour l'adversaire. Aussi. Pour l'adversaire. Et puis aussi pour montrer que jusqu'au bout, je suis capable de déployer du jeu, comme là par exemple, où je vais quand même... parce que j'aime mourir, mais avec panache, tu vois. J'aime pas me crever la gueule ouverte. Oui, non, et puis il nous est arrivé de jouer très longtemps, parfois, et moi d'être à deux doigts de gagner et finalement de perdre. Ouais, donc là, en l'occurrence, là, la partie était automatique, parce que tu étais déjà... Je pouvais plus tuer ton 10 et tu étais déjà à 70 ou à 80. Oui, tout à fait. Donc, puisque le 10 de pique, on rappelle, est dans la rivière de la mort, on le voit là sur cette image. Donc, du coup, là, j'étais vraiment plié. Alors là, ce qui est intéressant, c'est juste que je montre que je sais que tu as le 4 de cœur dans ton chevalier, que tu n'es pas fort, en fait. C'est ça. Et donc, voilà, je te montre que, attends, je suis peut-être mauvais, je me suis peut-être trompé de stratégie, mais je suis pas con non plus. Donc, je pose spectre donc avec un roi de pique et as de pique, ce qui fait un spectre à 4 contre chevalier à 4, puisque, encore une fois, je savais que ça ne pouvait être que le 4 de cœur dans ce chevalier. Et puis je vais piocher, mais ça c'est ta force de déduction, parce que moi je ne fais jamais ça. Ouais. C'est vrai que c'est très bien joué. Et du coup, c'est vrai que ce chevalier qui m'a bien servi juste pour le tour d'avant, du coup, effectivement, il va aller directement à la rivière. Et là tu vois, oui, force de déduction, d'accord, mais du coup, grosse erreur au départ, et puis surtout, grosse feinte de ta part, c'est-à-dire une grosse prise de risque au départ que je ne vois pas venir, et au final, l'intuition a raison de la déduction sur ce coup-là. Tu essayes de... Alors là, il y a eu un quiproquo. Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est qu'en fait, à la fin, donc tu n'avais pas vu que tu gagnais à la majesté automatiquement et tu as voulu attaquer le spectre. Par automatisme, justement. Oui, parce que je suis tellement... Oui, c'est tellement habitué, en fait, à essayer de tuer les figures d'en face, que je me suis dit, tiens, il doit avoir un fort trèfle, et voilà, et je vais essayer de tuer ce trèfle. Donc je jette en plus un carreau de ma main, un 5 de carreau de ma main dans la rivière. C'est ça, pour attaquer le spectre. Pour être sûr de l'avoir, et j'allais l'avoir en plus. Ouais. Et là, tu me dis non, tu peux gagner la majesté. Et donc, j'ai suivi ce conseil bien avisé. Et j'aurais pas dû te le dire finalement, parce que ça aurait été intéressant à commenter maintenant, tu vois, de voir. Tiens, regardez, il s'est trompé parce qu'il s'est focalisé sur. Quelle aurait été l'alternative. Mais de toute façon, je l'avais perdu parce qu'avec un as de pique, je pouvais pas, encore une fois, remonter ce cœur. Donc, non, puis c'est vrai que le carreau de l'accompli, du coup, était fort. Donc, du coup, ton spectre jaillait. Il allait à la rivière. Il allait à la rivière, de toute façon. Ça, c'est intéressant. Il y a plein de trucs à dire là sur cette fin de partie. D'abord, pourquoi est-ce que je te laisse pas faire cette erreur, même si je sais, parce que j'ai pas envie de perdre plus tard. Je suis content de mon dernier coup. Je suis content de t'avoir montré que ma puissance de déduction était là. J'ai envie que tu gagnes maintenant parce que ça a du sens pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends très bien ce que tu veux dire. Donc, j'avais pas envie que tu fasses cette erreur parce que le tour d'après aurait été moche pour moi. Ça aurait été un tour genre jette une carte, je lâche un truc. Enfin, tu vois, j'aurais pas voulu. J'avais vraiment envie que cette partie soit gagnée avec panache. Voilà, avec panache et comme elle se doit. Mais je trouve ça intéressant quand même de voir et de jouer quand même jusqu'au bout. Aussi parce que ça permet d'apprendre, là par exemple, ce que ça m'apprend, moi en tout cas, même en dépit de mon erreur, ça m'apprend que ma force de déduction a quand même un poids, elle a quand même un avantage, et qu'à la fin, elle est payante. Donc il faut surtout que je surveille mes débuts de partie. C'est ça qu'il faut que je surveille. Si je devais tirer une conclusion de cette partie, ce serait ça. Et je voudrais te faire un commentaire, et puis après je te laisserai tirer tes propres conclusions de cette partie. Oui. C'est que tu t'es focalisé sur le spectre, dans cette fin de partie. Tout à fait. Et tu n'as cessé de dire durant cette émission que tu pensais que je me focalisais beaucoup sur les enfants. Tu vois, sur les enfants. Et je pense que quelque part, encore une fois, il y a une espèce d'illusion reflet, c'est-à-dire que tu as l'impression que je pense comme toi. Oui. C'est très possible. Tu sais, le fait est que le Val, je l'ai appris avec toi. Donc, il y a peut-être des automatismes que j'ai piochés aussi c'est le dire, en jouant avec toi. Donc, tu beaucoup de choses que je ferai jamais. Hein. Mais oui, mais ça c'est juste la différence psychologique. Ouais. Sinon, c'est vrai que j'avais très envie
de voir ce spectre disparaître du val adverse. Hmm. Oui. Mais ça, c'est mon côté, mon côté anti-figure maléfique. Ton côté bienveillant. Quelle conclusion tu tirais de ce Val pour toi, pour ton jeu? Est-ce que tu vois quelque chose à dire? Eh bien, Intuitif, c'est vrai que je joue souvent de manière instinctive. Euh, c'est vrai que parfois, dans ce cas de partie, c'est payant. Ouais. Parfois, pas du tout. Ouais. Euh, Tu peux te prendre des grosses piles aussi comme ça. Ah, mais des vraies grosses baffes, vraiment, et bien méritées hein, pour le coup. Ouais. Mais là, c'était le sort a joué en ma faveur et bon, c'est vrai que j'avais un petit coup en réserve, voilà. La chance était de mon côté, mais c'est vrai qu'il arrive des fois où ça ne fonctionne pas parce que on n'a pas toujours aussi la figure qui convient et surtout l'alternative. Ouais. Voilà, là La possibilité. ouais, la possibilité de jouer d'autres figures comme ça de façon finalement assez facile. Et là, c'était le cas. Donc du coup, c'était plus facile. Ben moi, ouais, il y a aussi autre chose. Je suis fasciné par cette histoire du roi au départ, de l'enfant au départ chevalier. C'est-à-dire que pour moi, vraiment la sortie automatique quand on veut gagner à la majesté, c'était voilà, jouer un enfant au tour 1. Et là, du coup, je me dis, la prochaine fois, si j'ai un cœur fort et une figure de cœur, peut-être la tenter en chevalier. Peut-être la commencer au chevalier, effectivement. Et si finalement, cette sortie tant décriée, le chevalier au tour 1, je te jure, elle a été, même dans les podcasts, on entend des gens pester contre cette sortie en disant c'est de la merde. Il n'y a aucune bonne raison de faire ça. Là, vraiment, ça remet en cause ça, pour moi. Après, on a dit, je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur les sorties, sur les premières sorties au Val. Ouais. Et pour moi, après, chacun, je pense, à sa propre idée. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise sortie. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise sortie. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise sortie. Il y a juste une intuition aussi à un moment donné avec ce que l'on a dans les mains et les combinaisons possibles. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on est toujours tenté aussi d'associer un bon trèfle avec une bonne carte de trèfle, bien sûr. un bon cœur avec une bonne carte de cœur, et ça va déterminer notre jeu aussi. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, on peut aussi prendre l'autre à contre-pied en disant il a mis un bon trèfle, donc son trèfle doit être fort, et en fait, pas du tout. C'est souvent ce que fait Cédric, d'ailleurs. C'est ça. Et donc, de manière intuitive, on va être poussé à jouer certaines choses. Et c'est aussi ça qui est très intéressant dans le Val. Et moi, je ne veux jamais en fait, me limiter. T'enfermer dans une stratégie. Jamais. Je ne veux jamais me limiter à jouer certaines choses, sinon pour moi, ce serait un jeu ennuyeux. Alors, c'est pas du tout un jeu ennuyeux. Et c'est ça qui est formidable dans ce jeu, justement, c'est d'avoir une totale liberté de jeu. Et c'est ça, justement, moi, j'aurais très bien pu jouer un fou fort. Voilà. Parce qu'il y a toujours cette capacité, même si le coup semble théoriquement mauvais, justement, puisqu'il est mauvais. Non, mais tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que, Romaric, toi qui joues très théorique et compagnie, puisque tu penses que le coup est mauvais théoriquement et que tu me l'as dit à plusieurs reprises, je vais le jouer au moment le plus... Et je vais te faire chier. Donc il y a toujours ce petit côté... Tiens, je te gratte là où ça fait mal. Oui, c'est ça. Oui. Ça. Donc en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise sortie parce que... Non. Et là, tu l'as très bien prouvé. Tu as joué contre moi de façon psychologique. Tu savais contre qui tu jouais et ça a payé. Ah, c'est vraiment intéressant. Alors, du coup... c'est vraiment pour toi, si tu devais qualifier le Val sortir de cette partie, ce serait, c'est un jeu psychologique finalement. Plus on connaît la psychologie de son adversaire, et bien sûr, bien sûr. Ah oui. Donc c'est pas un jeu théorique, calculatoire. Non. Au contraire, puisque justement, on le voit dans toute la symbolique des cartes de ce jeu. En fait, le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir associer les cartes ensemble nous pousse à jouer d'une certaine façon. Bien souvent. Donc, bien souvent. Après, ça peut aussi, justement, amener des feintes. Donc voilà, c'est un jeu qui n'est jamais fermé.
Ouais, d'accord. Ni Et quand bien en- même ni il serait fermé, c'est-à-dire, Oui. imaginons qu'un jour on découvre que c'est finalement l'accompli. Non, c'était Milas qui avait montré ça très très bien. Il disait on a découvert un jour que le plus mauvais coup au tour 1 c'était le spectre. Parce que pour beaucoup, si on posait un spectre au tour 1, c'est qu'on n'avait pas de cœur. Et donc du coup, tu vois l'idée. Alors oui, alors attention. Alors, Oui, je me souviens. tu te souviens de cette oui, discussion oui, avec oui, Pierre oui. Ah oui, alors non, moi je me souviens que tu m'en as parlé, et je me souviens. Par contre, je me souviens très bien avoir prouvé le contraire avec toi. C'est ça le truc. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, mais c'est non, alors attends, attention. Ce que dit Pierre, c'est justement, c'est ce que tu prouves. Oui, C'est-à-dire, moi, ce que je disais, c'est non, spectre tour 1, c'est mauvais, machin c'est truc. très nul. Et Voilà. voilà. Et donc, et en fait, Pierre me dit, oui, mais à partir du moment où tout le monde sait que spectre tour 1, c'est mauvais, le jouer pour faire croire à l'autre qu'on n'a pas de cœur, alors qu'en réalité, on a un enfant fort. Ça, j'ai déjà vu Yann Sully faire ça. C'est Et ça. faire croire. Parce que j'ai vu Yann Sully, c'est ça. C'est une partie c'est- mémorable où il a fait croire à son adversaire pendant toute la partie qu'il n'avait pas de cœur. C'est Alors qu'il très avait malin. 3 cœurs en main. Et au dernier moment, enfant. Et ça rendait fou son adversaire, vraiment. Mais quoi. quelle feinte! Mais justement, c'est ça la beauté du Val aussi. C'est de pouvoir jouer des feintes. On met un trèfle avec un autre trèfle en évitant de poser du carreau ou du cœur, et l'adversaire pense automatiquement qu'on n'a pas de carreau. Et voilà. Ouais. Ah oui, oui, Et c'est tout à fait, terminé. ouais. Et en fait, on a du carreau dans la main, Madonna, ouais. et on peut le jouer au tour Ah, c'est suivant. du bluff. Ouais. Et rien n'est terminé. Mais On n'est pas dans un match de Scrabble, on fait dans un match Oui, de oui. boxe. Je te fais croire qu'en fait, mon gauche, il est tout pourri, puis finalement, tu vas voir, au dernier moment, paf. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, plus on essaye de finir le jeu, et plus finalement on ouvre de possibilités. C'est ça. C'est ça que montre cette histoire du spectre. C'est Tout à que fait. on a voulu montrer que le spectre était la plus mauvaise sortie parce qu'elle montrait à l'adversaire qu'on n'avait pas de cœur. Et en réalité, certains en ont fait une sortie optimum en disant je joue spectre. Et du coup, maintenant, c'est ça qui est intéressant. Quand on voit quelqu'un jouer un spectre, eh ben, on n'est jamais sûr Que c'est une que mauvaise c'est sortie. une mauvaise sortie. Et ça, c'est mindfuck. Parce que tu te dis, tu vas pouvoir attaquer au pic et tout comme un gros porc, puis lui contre-attaquer à fond et puis te foutre son enfant pour te montrer, ben en fait, j'avais du cœur. Regarde, t'as vu? Et c'est fou quoi. Enfin, comme quoi, d'une mauvaise sortie sur le papier, c'est devenu une bonne sortie. Ça prouve quand même la dimension effectivement psychologique du Val. Et c'est aussi à force de jouer beaucoup, que finalement, on prend ces petits automatismes de feinte, et finalement, qui vont beaucoup nous servir à jouer au Val. Ouais. Et ça, c'est fabuleux. Hmm. C'est encore un plus. Pour autant, tu crois pas quand même qu'il y a des... Tu vois, par exemple, si on se remet quelques années en arrière, on parle du Val d'Antares. Oui. Dans le Val d'Antares, l'accompli au tour 1, c'était quand même un peu pété, non? Enfin, c'était un peu la meilleure sortie. Il y avait quand même pas grand-chose à faire de plus, je trouve. Je ne sais pas. Non, je suis très partagé là-dessus. Ah ouais? Ah oui. Ça, moi, j'ai l'impression qu'on peut dire tout ce qu'on dit là parce qu'on joue au Val d'Hélios. Mais parce que le Val de Sinlos et le Val d'Antares, c'est quand même des veaux. Bon, des valles un peu- c'est vrai que la sortie de l'accompli au tour 1 donne logiquement du temps. Après, dans bien des parties, tu m'as démontré très vite, quand je mettais des accomplis, mine de rien, assez solides, au tour 2 et au tour 3, des fois, ils avaient dégagé mes accomplis. Donc finalement, ces accomplis faisaient une cible de choix. Ouais. Et un investissement de cartes aussi. C'est quand même 50% de sa main investie. Ah oui, Ouais. donc du coup, l'accompli reste une très bonne sortie. Ouais. Après, c'est pas forcément la bonne sortie. Ouais. D'accord. Ouais, C'est pas intéressant. l'unique bonne sortie du Val. C'est intéressant tout ça. Bon ben, en tout cas, pas mal pour un petit pilote. Tu vois, on voulait faire une petite émission comme ça. Mais oui. Si les gens peuvent suivre les diapos, c'est encore mieux. Je sais pas si le podcast est très audible sans les images, mais voilà, on voulait comme ça proposer des premiers commentaires de partie et puis on apprend plein de choses comme ça. Et partager. Y compris sur partager et partager. Pourquoi tu dis ça? Pour partager la vidéo. Partager avec tous, en fait. Oui. Hein. Et c'est vrai que c'est toujours bien de partager ces expériences du Val. Ouais. J'ai appris comme ça que tu étais un joueur psychologique. Je savais pas du tout que tu me faisais des feintes comme ça. Je vais me méfier maintenant. Merci Erwan, merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt. Merci. Portez-vous bien et surtout jouez bien. Salut. Digga digga down,